vous les voyez tous. Ok, super. Tout est bon, vous les voyez, vous m'entendez? Très bien. Ok, super, très bien. Merci beaucoup. Donc, je crois que j'ai une petite demi-heure, peut-être une vingtaine de minutes pour vous faire le point sur les hépatites virales B et Delta et quelques actualités, que ce soit en épidémio, en traitement ou en diagnostic, algorithme de diagnostic. Et je voulais quand même revenir sur quelques données, alors qui peuvent sembler anciennes, mais qui sont encore très d'actualité. Enfin, en tout cas, on n'a pas de données plus récentes sur la mortalité attribuable par virus des hépatites, pour vous montrer quand même que on va parler bien sûr ici d'hépatite B, d'hépatite delta, mais la mortalité attribuable au virus des hépatites dépend vraiment de la région du monde dans laquelle on vit. Et si vous regardez par exemple en Europe, c'est la mortalité de maladie du foie liée à une hépatite virale est principalement portée par l'hépatite C, alors que si on se déplace vers le continent asiatique, c'est plutôt porté par l'hépatite B, comme ça l'est également en Afrique. Quand on repart sur le Global Burden of Disease en 2019 et que l'on compare à la situation dans le monde en 1990, eh bien on voit qu'on n'a pas fait de grands progrès en termes de maîtrise de la mortalité liée aux maladies du foie. Donc là, ce que je vous montre, c'est la cirrhose. Donc on ne peut pas savoir si ce sont les hépatites, si c'est l'alcool ou d'autres causes, en particulier métaboliques, de maladies du foie. Mais on sait que dans le monde, l'hépatite B est de façon majoritaire la première cause la première étiologie de maladie du foie. Et on voit qu'entre 90 et 2019, eh ben, on n'a pas fait beaucoup de progrès en termes de diminution de l'impact des maladies du foie sur la mortalité, puisque comme vous le voyez, la cirrhose 15e position en 90, 16e position en 2019. Alors qu'on n'a pas le temps de se pencher sur ce tableau, mais il y a beaucoup de causes infectieuses qui, heureusement, sont passées dans les dernières causes de décès dans le monde. Et ceci se traduit de façon plus précise par les causes de mortalité, ce que vous voyez ici, liées à différentes conditions. Et quand vous regardez par exemple le VIH, SIDA et la cirrhose, 9e et 10e position en 2000, en 2000, et vous voyez qu'en 2019, on a une diminution de la mortalité liée au VIH-SIDA, mais pas de diminution liée à la cirrhose du foie. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est les données dans les pays à faible niveau de revenu. Et ce que vous voyez ici, c'est les pays à niveau intermédiaire. Et bien là, également, il n'y a pas vraiment eu de progrès en termes de maîtrise de la mortalité liée à la cirrhose du foie. Et en revanche, quand on regarde dans les pays plus développés, entre 2000 et 2019, eh bien, on voit qu'il n'y a ni le VIH-Sida, ni la cirrhose. Donc les maladies du foie, c'est vraiment une pathologie, en tout cas la maladie du foie liée au virus des hépatites, c'est vraiment une pathologie des pays en développement. Pour vous parler d'hépatite B et de tout ce qu'il y a à faire en termes de dépistage et de traitement, je voulais revenir sur ces deux études qui vous montrent combien, en fait, la clé de beaucoup de choses dans l'hépatite B, ça va être la vaccination à la naissance. Et ce que je vous montre ici, c'est en Asie. Donc, ce que vous voyez, c'est la prévalence de l'antigène HBS et des anticorps anti-HBS en Suisse après l'élargissement de la vaccination à la naissance. Et ce que vous voyez, donc vous voyez entre 1999, 2006 et 2014 par groupe d'âge, et en fonction de la prévalence de cette vaccination, eh bien, vous voyez la prévalence de l'antigène HBS, c'est la figure A, la prévalence des anticorps anti-HBS, figure B, et la prévalence des anticorps anti-HBC, figure C. Eh bien, ce que l'on peut voir, c'est que plus la vaccination est élevée, plus donc c'est-à-dire qu'on est dans un âge précoce, hein, parce qu'ils ont fait en fait une enquête transversale, et plus heureusement la prévalence de l'antigène HBS est faible. Et surtout, ce qui nous importe finalement, c'est l'incidence à long terme enfin l'impact, pardon, à long terme sur l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Ce sont ici des données qui nous viennent de Taïwan. Et donc, quand ils comparent des patients vaccinés à des patients non vaccinés, on voit qu'il y a un fort impact de la vaccination sur l'incidence du CHC à long terme.
c'est-à-dire que ce que vous voyez en blanc, ce sont les patients qui ne sont pas vaccinés, et en noir, ceux qui sont vaccinés, avec une différence très importante, avec un impact positif de la vaccination. Et c'est pour ça que l'OMS a fixé des objectifs d'élimination d'hépatite B, donc, qui sont en lien avec la prévention, avec le dépistage et avec le traitement. Donc, la prévention, ça va être la vaccination la plus précoce possible dans la vie, protection des rapports sexuels, et puis en cas de toxicomanie, usage de matériel unique, à usage unique. Et pour le dépistage, eh bien, tout le monde dans sa vie doit être dépisté au moins une fois, et c'est d'ailleurs l'un des moteurs de nos recommandations nationales, hein. Tout sujet doit se voir offrir un dépistage de l'hépatite B au moins une fois dans sa vie. En fonction des facteurs de risque de contamination, si le dépistage doit être répété dans la vie, et d'autant plus précoce qu'il y a des facteurs de risque géographiques ou familiaux. Et puis enfin, le traitement, eh bien, diminution de la morbimortalité et prévention de la transmission. Ça, c'est extrêmement important. Une fois qu'on est infecté, eh bien, le traitement a comme objectif de prévenir la transmission. Je vais y revenir assez rapidement, ce sera plutôt dans les questions si vous en avez. Et bien sûr, l'objectif, c'est de maîtriser la réplication virale pour diminuer la morbimortalité. Je voulais, pour vous parler justement de l'hépatite delta, vous rappeler l'enjeu des infections multiples. Donc, sur ce schéma que j'ai moi-même fait à partir de données de la littérature, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont deux, voire trois virus, hépatite B, hépatite C, hépatite delta, et pour certains en plus le VIH, donc quatre virus, ce qui nous donne par exemple pour la co-infection VHB, VH delta, environ 15 millions de personnes infectées dans le monde, mais 5 millions sont également infectés par le virus de l'hépatite C. Et quand on regarde les quadri-infections, VIH, VHB, VHC, VH delta, ça représente environ 96 000 patients à travers le monde. Alors, un petit point rapide sur la virologie du virus Delta pour comprendre pourquoi, quand on a une hépatite B, il est essentiel de rechercher une co-infection par le virus de l'hépatite Delta. Donc, le virus de l'hépatite Delta est un virus qui est défectif, c'est le plus petit virus des mammifères. Il a un fort taux de clairance spontanée quand il est acquis en même temps que l'hépatite B, mais avec à ce moment-là un risque très élevé d'hépatite fulminante. Il a un taux faible de clairance spontanée quand on l'acquiert après avoir déjà une hépatite B chronique, hein, c'est en lien avec probablement une immunité défaillante. Et ce que l'on a pu montrer, c'est que le fait d'avoir une co-infection delta multipliait environ par deux l'évolution vers une maladie terminale du foie, donc une fibrose sévère ou une cirrhose. Et d'ailleurs, quand on regarde par exemple plus spécifiquement chez les patients VIH, un travail qu'on a fait il y a maintenant plusieurs années et qui a été consolidé au fil du temps avec des données qui sont relativement récentes, qui datent de 4 ans, mais que je ne vous ai pas mises ici parce que je vous ai mis les données originelle. À gauche, une étude que l'on a faite dans l'Hexagone, où on a comparé des patients qui avaient deux ou trois virus et on a montré que quand il y avait une co-infection par le virus de l'hépatite delta, on avait une augmentation quasi de 6 du risque d'avoir une fibrose élevée quand on vivait également avec le VIH. Quand on regarde maintenant à droite, là, on est aussi dans un contexte de personnes vivant avec le VIH, c'est la cohorte Eurosida, et vous voyez que quand on a en plus du delta, en plus de l'hépatite B, on a un risque plus élevé de progression vers le décès ou de progresser vers une maladie terminale du foie. Donc, pour vous rappeler quelques éléments d'histoire naturelle, l'hépatite B, on parle souvent d'infection silencieuse. Après la contamination, seulement 30% des patients vont avoir une hépatite symptomatique. Il ne faut vraiment pas perdre ça de vue, hein. 70% n'aura pas de symptômes. Parmi tous ceux qui vont avoir fait une hépatite aiguë, 90 à 95% à l'âge adulte vont perdre spontanément leur antigène HBs et vont guérir. Alors pourquoi je mets guérir avec des guillemets? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait, on ne guérit jamais vraiment du virus de l'hépatite B, puisque celui-ci va se nicher à l'intérieur des hépatocytes sous forme d'ADN super enroulé ou de cccDNA,
qui est à l'origine des réactivations quand on va avoir une baisse des défenses immunitaires. Donc, je ne vais pas avoir le temps ici de vous parler de la réactivation de l'hépatite B, mais il faut vraiment la garder en tête, hein, d'où l'importance de dépister tout le monde. Dépister tout le monde, évidemment, pour l'antigène HBS, mais également pour connaître son statut vis-à-vis d'un contact antérieur avec l'hépatite B. Donc ça, 90% des personnes vont guérir spontanément, puis 5 à 10% vont développer une hépatite chronique, 30% vont être porteurs inactifs, donc je vais revenir après sur ces notions de phase de l'hépatite B qui sont assez complexes. Donc le portage inactif, c'est une notion un peu ancienne, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit parce que ça illustre bien le statut malgré tout des patients mais qui, à partir de ce portage inactif, eh bien, peuvent quand même réactiver une hépatite. Et puis ensuite, 70% pardon, vont développer une hépatite chronique, cirrhose, carcinome hépatocellulaire. Et c'est ceux-là, ces patients-là, qu'il va falloir bien diagnostiquer pour les traiter, pour éviter effectivement qu'ils n'évoluent vers une maladie terminale du foie. Et puis, bah, pour vous rappeler quand même l'impact absolument délétère du VIH sur l'histoire naturelle de l'hépatite B, à toutes les phases de son histoire naturelle. Diminution de la guérison spontanée après infection, diminution de la séroconversion HBE-HBS, augmentation de la fibrose, réplication de l'hépatite B, transats qui sont basses alors que le patient a une hépatite active, et puis augmentation de la cirrhose ou du risque de carcinome hépatocellulaire. Sur cette diapositive, je vous rappelle justement la nouvelle nomenclature des états chroniques. Alors, vous allez me dire, c'est pas si nouveau que ça, hein, ça date de 2017, mais ça a quand même c'est quand même important de garder ça en tête. Avant, on avait une histoire de l'hépatite B, une histoire naturelle de l'hépatite B qui était assez linéaire. On s'affectait, on avait une hépatite active antigène HBE, on perdait son antigène HBE, on devenait anticorps anti-HBE négatif, donc on passait en hépatite chronique, certains guérissaient, puis d'autres gardaient un état d'hépatite chronique pendant longtemps. Et donc ça faisait assez linéaire. En fait, la vie est beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'en fait, on décrit maintenant 5 phases que vous avez ici. La 5e phase étant l'hépatite B occulte, c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'antigène HBS, mais qui réplique un ADN VHB qui est à bas niveau, mais qui peut être quand même responsable de cirrhose cryptogénique. Et vous voyez qu'en fait, la raison pour laquelle on ne parle plus d'histoire linéaire, c'est que on peut passer d'une phase à l'autre. On a pu montrer qu'on pouvait passer d'une phase à l'autre. Donc en fait, c'est plutôt la coexistence de plusieurs phases d'histoire naturelle qu'une histoire totalement linéaire. Et d'ailleurs, on le voit sur cette diapositive qui reprend donc cette histoire naturelle dont je vous ai parlé, avec une succession donc de réplications plus ou moins importantes de l'ADN du VHB, une quantification de l'antigène HBS plus ou moins important, et puis des enzymes hépatiques qui, elles aussi, ont des pics de synthèse plus ou moins élevés en fonction des phases dans lesquelles on est. Et donc, à chaque fois, on peut revenir à une phase antérieure en fonction de cet équilibre très précaire entre l'immunité de l'hôte et le virus lui-même. Donc, un petit rappel sur la vaccination anti-hépatite B, qui est vraiment la base de la lutte contre l'hépatite B, donc de l'élimination de l'hépatite B. Donc, c'est un vaccin recombinant, 3 injections en 21 jours pour un schéma accéléré ou sur 6 mois. Actuellement, vous savez qu'il est obligatoire hein, depuis le 1er janvier 2018 chez tous les nourrissons nés à partir de cette date. Et puis, alors, il est plus obligatoire en fait vraiment chez le personnel, mais il est très fortement recommandé. Je ne vais pas vous parler des tout nouveaux vaccins qui vont arriver sur le marché, qui a priori sont beaucoup, beaucoup plus immunogènes que le vaccin actuel de l'hépatite B. Le vaccin actuel de l'hépatite B, avec un seul schéma vaccinal, permet de protéger entre 60 et 70% des personnes. Et pour rattraper celles qui ne sont pas protégées, il va falloir faire un deuxième schéma vaccinal. Chez les personnes immunodéprimées, ce sera plutôt 4 injections avec une double posologie. Probablement qu'avec les nouveaux vaccins, eh bien, on aura besoin on aura une meilleure efficacité vaccinale dès le premier schéma. Mais comme pour l'instant, ils ne sont pas disponibles, je ne vous en parle pas aujourd'hui.
Il y a un concept très important à garder en tête, hein, c'est celui un peu de TASP, Treatment as Prevention. On en parle beaucoup dans le cadre du VIH. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose dans les cadres de l'hépatite B. Un patient qui prend un traitement qui a une activité sur l'hépatite B, eh bien, ce traitement agira un peu comme une PrEP hépatite B. On l'a bien montré dans le contexte du VIH, donc dans cette étude, par exemple, qui là aussi est un peu ancienne, mais qui a posé le concept. On a comparé des patients qui, dans leur schéma VIH, avaient un traitement qui agissait également contre l'hépatite B, alors qu'ils n'avaient pas d'hépatite B. Eh bien, on a montré qu'ils avaient un risque très faible, voire quasi nul, d'acquérir l'hépatite B par rapport à des patients qui avaient un traitement sans ténofovir ou encore des patients qui avaient de la lamivudine et pas du ténofovir. Donc ça, c'est très important à garder en tête parce que vous savez que maintenant, on a beaucoup de stratégies VIH sans analogue nucléosidique, donc sans ténofovir ou sans lamivudine. Et donc, on s'expose potentiellement, chez ces patients qui sont à risque d'acquérir l'hépatite B s'ils ne sont pas vaccinés, à des hépatites B aiguës. Et on en a vu hein, pour des patients qui étaient par exemple traités par cabotegravir et rilpivirine, et non vaccinés ou avec une vaccination non efficace. Donc l'objectif du traitement de l'hépatite B, ce sont des objectifs au niveau individuel, principalement clinique, et au niveau populationnel, de baisse de la morbimortalité. Donc au niveau individuel, on va chercher à contrôler le virus de l'hépatite B, normaliser les transats, entraîner une clairance de l'antigène HBE-HBS, voir l'apparition d'anticorps anti-HBS, puis une clairance du CCC-DNA. Autant vous dire tout de suite, et malheureusement là aussi, j'ai pas vraiment le temps d'aborder ce sujet, mais dans le HBV Cure, où on va chercher justement à débarrasser les patients définitivement d'hépatite B, donc à entraîner une clairance du CCC-DNA qui sont dans les hépatocytes, eh bien, pour l'instant, on n'a pas encore de traitement miracle, malheureusement. Ça ne marche pas, ou en tout cas, c'est encore à l'état de recherche. Il y a énormément de recherche et d'argent qui est investi dans la recherche de ce type de traitement. Donc, les objectifs de traitement, là pour le coup, en santé publique, donc amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Vous avez chez les patients non cirrhotiques, on va chercher à prévenir les maladies terminales du foie. Chez tous, on va chercher à prévenir la transmission, faire régresser la fibrose et prévenir les réactions virales B. Et puis chez les patients cirrhotiques, eh bien, ça va être la prévention du carcinome hépatocellulaire et de sa récidive quand celui-ci est déjà apparu. Pour les populations à traiter, pas une nouveauté, alors qui date de 2017, donc c'est pas très nouveau, ce sont les deux cases que vous voyez en bas. Ce qui fait qu'en fait, ça augmente de façon considérable le nombre de personnes à traiter à travers le monde. Trois critères principaux à garder en tête, les ALAT, l'ADN du VHB, la sévérité de la maladie hépatique. Donc, vous voyez les trois cases que vous avez en haut, ce sont les indications qui quand même couvrent la plus grande partie des personnes qui sont malades de leur hépatite B. Donc un ADN VHB supérieur à 2000, plus des ALAT supérieurs à la normale, et avec de la fibrose. Mais vous voyez qu'en fait, c'est quand même des patients voilà, qui n'ont pas un niveau de réplication qui est très élevé. Tous les patients cirrhotiques, ça c'est important pour prévenir la décompensation de la cirrhose. Et puis enfin, les ALAT supérieurs à 2N ou un ADN VHB supérieur à 20 000. Vous voyez que là, on s'affranchit d'une présence de cirrhose, donc de fibrose, pardon. Donc, ça concerne quand même pas mal de patients avec une hépatite chronique. Et puis, deux groupes de patients qui, pour ma part, je trouve, sont assez difficiles à traiter. Surtout pour leur faire prendre un traitement à vie alors qu'en fait ils ont des paramètres biologiques qui sont quasi normaux. Donc ce sont les patients qui ont une infection chronique avec un antigène HBE positif, c'est ce qu'on appelait auparavant les tolérants humains, quand ils ont plus de 30 ans. Parce qu'en fait, ils ont en gros 30 ans d'évolution de la maladie. Et chez ces patients-là, on a montré qu'il y avait un risque élevé de carcinome hépatocellulaire. Et puis le deuxième groupe que vous voyez en bas à droite, les patients qui ont un antigène HBE négatif, donc c'est ce qu'on appelait avant le portage inactif. Alors ça, c'est assez difficile parce qu'ils ont des transats normales, ils n'ont quasiment pas de réplication d'hépatite B, mais
quand ils ont des antécédents familiaux de CHC ou de cirrhose, ou bien sûr des signes extra-hépatiques, il faut les traiter. Donc ces deux groupes-là, ce sont vraiment les patients qui sont, dans mon expérience, les plus difficiles à inscrire dans un schéma de traitement à vie, en fait. Parce que vous devez probablement savoir que la perte de l'antigène HBS sous traitement antiviral est relativement faible, hein, moins de 5% par an par année de traitement. Donc, en termes d'options thérapeutiques, pour l'instant, on n'a pas encore révolutionné la prise en charge. Peut-être que ça viendra plus tard, hein, avec des nouveaux traitements dont que j'ai abordé très rapidement quand j'ai parlé de HBVQ, ces traitements qui vont agir sur le CCC, euh, l'ADN super enroulé, donc ce CCC-DNA, mais actuellement ils sont vraiment à l'état de recherche et je dois vous dire que depuis une quinzaine d'années où je me suis pas mal investie dans ce champ-là, en fait on patine, voilà, on n'a vraiment pas de révolution thérapeutique, donc on revient un peu aux fondamentaux, PEG interféron ou les analogues nucléosidiques, entecavir ou tenofovir disoproxyl, voire tenofovir à la phénamide. Mais il faut savoir que le tenofovir à la phénamide n'a pas d'autorisation d'utilisation en France chez le patient mono-infecté par l'hépatite B. On l'utilise de façon courante chez les patients co-infectés VIH-VHB puisqu'il fait partie d'une bonne partie de nos associations antirétrovirales. Donc le PEG interféron, vous voyez ici la posologie, c'est uniquement l'alpha-2A 180 microgrammes par semaine et les analogues nucléosidiques, entecavir, tenofovir ou TAF, voilà, dans les pays où le TAF est disponible. Bien se rappeler que chez les patients qui ont déjà reçu la lamivudine, pour X raison que ce soit, il faut les traiter avec une double posologie d'entecavir ou utiliser le tenofovir. Alors, comment choisir entre l'entecavir, le tenofovir ou le PEG interféron? Bien, entecavir, tenofovir, il n'y a pas vraiment de raison de choisir l'un ou l'autre. Voilà, c'est en fonction de ce que l'on souhaite soi-même. Donc, ces deux médicaments qui sont extrêmement efficaces, avec une possibilité d'acquisition de résistance à l'entecavir, ce qu'on ne connaît pas avec le tenofovir, ce qu'on n'a jamais décrit. Le PEG interféron, ça va être plutôt des hommes avec une charge virale peu élevée, des transaminases élevées, qui montrent qu'en fait, la personne a déjà une réponse immune sous-jacente qu'on va augmenter grâce à l'interféron. Là où on peut peut-être se poser la question de l'entecavir ou du tenofovir ou tenofovir à la phénamide, c'est chez certains patients particuliers âgés qui ont des problèmes rénaux ou osseux. Donc ce que vous voyez sur cette diapo, c'est des recommandations de la Société européenne d'études des maladies du foie qui dit que voilà, peut-être choisir plutôt l'entecavir, voire le TAF dans les pays où il est disponible par rapport au tenofovir disoproxyl chez les patients qui ont plus de 60 ans et qui ont une maladie osseuse ou des anomalies rénales. Et pourquoi choisir plutôt le TAF par rapport à l'entecavir? Eh bien, c'est chez les patients qui ont déjà été exposés à la lamivudine, évidemment ceux qui ont une co-infection VIH-VHB, et en fonction également, parce qu'on sait que quand le patient a une clairance de la créatinine abaissée, eh bien, on utilisera plutôt du TAF que de l'entecavir. Et puis, évidemment, entecavir versus TAF, ben là, c'est plutôt des contextes locaux, en particulier si le traitement générique est accessible ou pas. Et je vais terminer avec l'hépatite delta. Donc l'hépatite delta, comme je vous ai dit, virus défectif, extrêmement important quand vous avez un antigène HBS de rechercher les anticorps anti-delta, parce que le risque d'être co-infecté va être élevé, aux alentours de 20%, donc ce n'est pas négligeable, hein, entre 10 et 20% en fonction des zones géographiques. Quand les anticorps anti-delta sont négatifs, eh bien c'est le traitement standard, la prise en charge standard de l'hépatite B, mais quand quand les anticorps sont positifs, il faudra rechercher un ARN hépatite delta. Si celui-ci est positif, vous allez choisir le type de suivi du patient
en fonction des transaminases. Donc, quand vous regardez à gauche, c'est-à-dire que l'ARN delta est négatif, eh bien, vous allez vous baser sur les transaminases. Si ces transaminases sont normales, ça veut dire que le patient avait une hépatite delta ancienne. Et quand les transaminases sont élevées, eh bien, en plus de l'hépatite B, il va falloir éliminer d'autres causes d'élévation des transaminases. Si l'ARN du VHD est positif, vous êtes bien en présence d'une co-infection VHB-VH delta qui se réplique. Si les transaminases sont élevées, il faudra considérer le traitement d'hépatite delta. Si les transaminases sont normales, ben ça va dépendre de la fibrose. Si la fibrose est élevée, vous allez traiter le delta. S'il n'y a pas de fibrose, vous ne traiterez pas de delta. Vous vous occuperez potentiellement d'hépatite B et ensuite vous mettrez en place un suivi. Et vous avez également ici l'algorithme de traitement de l'hépatite delta. Donc, c'est un peu complexe, hein. En général, les patients sont traités, sont pris en charge par des hépatologues, voire par des infectiologues, mais il faut quand même que les infectiologues soient vraiment branchés hépatite, hein, pour prendre en charge du delta. Parce que autant je pense que l'hépatite B peut être prise en charge par n'importe quel médecin dans un cadre de médecine polyvalente, médecin généraliste, interniste, infectiologue et évidemment les hépatologues. Autant l'hépatite delta, il faut quand même mieux référer les patients à quelqu'un qui s'y connaît, un infectiologue dont c'est voilà l'expertise, ou un hépatologue. Donc, deux types de traitements pour l'hépatite delta, le PEG interféron alpha-2A, et on a maintenant un nouveau médicament dont je vais vous parler un petit peu plus, qui est un inhibiteur d'entrée du delta qui s'appelle le bulévirtide. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet algorithme, mais voilà, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous aurez mes diapositives pour regarder plus attentivement. En gros, un patient qui réplique et qui a des anomalies des transaminases, on va le traiter. Ça sera une première ligne de PEG interféron et en cas d'échec ou d'intolérance, on pourra passer au bulévirtide. Donc justement, qu'est-ce que le bulévirtide? Donc le bulévirtide ou encore Epcludex, une posologie de 2 mg, a actuellement une indication chez les patients qui sont, donc en principe avec un traitement de fond de l'hépatite B, en cas d'échec, d'intolérance ou de contre-indication à l'interféron alpha-pégylé. Il faut savoir qu'on a de bien meilleurs résultats quand on associe les deux. Donc quelqu'un, évidemment, qui a une intolérance ou une contre-indication à l'interféron, au PEG interféron, on va donner le bulévirtide seul, mais les meilleurs résultats seront obtenus quand on le donne avec le PEG interféron. Donc par exemple, en cas d'échec d'une première ligne d'interféron, on va maintenir l'interféron et on va ajouter le bulévirtide. Le problème du bulévirtide, en fait, c'est que sa durée de traitement n'est pas très codifiée, c'est 6 mois ou 1 an. C'est une injection par jour en sous-cutané, donc ce n'est pas négligeable, hein, en termes d'impact sur la qualité de vie. Et il faut reconnaître que beaucoup de patients arrêtent le traitement avant d'arriver à la fin des 6 mois, voire des 1 an. Donc, ce n'est pas non plus la molécule miracle, même si on a eu de meilleurs résultats avec le bulévirtide que sans chez les personnes qui sont en échec de PEG interféron. Donc, en conclusion, la mortalité associée au VHB et à l'hépatite delta bien baisse peu dans le monde. C'est donc vraiment un problème de santé publique absolument majeur, hein. Vous avez vu dans le Global Burden of Disease, il se situe entre la 10e et la 15e place en termes de mortalité. Extrêmement important de vacciner contre l'hépatite B à très large échelle. Et en Asie, on a des résultats qui sont absolument impressionnants. En Chine, par exemple, où maintenant la prévalence de l'hépatite B est en gros de 1%. Équivalente à ce qu'on a en France. Donc, ils ont vraiment eu un vrai succès de la campagne de vaccination et on peut s'attendre à un impact à long terme important sur l'incidence du CHC, de la cirrhose, etc. Le tenofovir est vraiment la pierre angulaire du traitement de l'hépatite B avec une bonne tolérance globale, pas de résistance. Il ne faut pas oublier de demander une serologie de l'hépatite delta chez tout patient qui a un antigène HBS qui est positif. Et puis si ces anticorps anti-delta sont positifs, il faudra faire une PCR pour rechercher de l'ARN du VHD. Et puis si l'ARN du VHD est positif, eh bien, il faudra traiter
La plupart du temps, dans la majorité des cas, à part si le patient a clearé spontanément, mais les transaminases vont être anormales, on va donc traiter par du PEG interféron en première ligne. Et puis, si on a un échec ou une intolérance, on pourra envisager un traitement par bulévirtide. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une affaire de spécialiste. Donc, n'hésitez pas à référer vos patients à un spécialiste, infectiologue ou hépatologue. Voilà ce que je voulais vous dire sur la co-infection VHB, VH delta. Merci. Et je crois que j'ai oublié, en termes de lien d'intérêt, voilà, mettre une diapo sur mes liens d'intérêt. Donc voilà, je vous l'ai dit à l'oral. Et puis si vous souhaitez diffuser ces diapos, je la mettrai dans la dernière version du diaporama. J'ai des activités d'expertise avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques que vous connaissez bien si vous faites du VIH. Gilead, qui commercialise également le tenofovir, mais également Vivilscare et MSD. Voilà. Merci beaucoup, professeur Lacombe, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est marrant parce qu'on vous voit, mais on vous entend pas. Alors, je vous entends au micro, mais on n'entend pas on vous entend pas dans l'assistance, mais on voit applaudir et tout. C'est sympa, merci. Et je vois plein de têtes que je connais, donc bonjour à tout le monde. J'ai une question ou deux, voire même trois, Karine. Dr Young, qui est Juste mettre HM. votre micro plus proche de votre bouche pour que Oui, j'entende mieux. Ouais, voilà, super, là, vous merci. m'entendez? Je reviens juste Oui, par parfait. la dernière exposition avec le VHD. Effectivement, on a eu à gérer un co-infecté VHB et VHD qui était au stade même de cirrhose parce qu'il était en fibroscan qui était à 16 et qu'on a traité. Malheureusement, il a refusé d'avoir l'interféron. Donc, vu l'histoire de l'interféron dans le passé, par rapport à ce qui s'est passé avec nos patients VHC. Et il a reçu 12 mois donc, de bulévirtide avec bien sûr le Viriad, mais il répliquait tout le temps avec une charge virale qui était à 5000 copies de VHD. Et c'est là où je fais appel à vous. On avait staffé sur le dossier. Et vous m'avez dit de Je rajouter me rappelle effectivement. très bien, oui. Vous m'avez dit de rajouter donc effectivement le PEG interféron qu'on a mis pendant 3 mois. Et puis effectivement, il est guéri effectivement de son VHD. Ça, c'est un. Oui, Deuxièmement, super. voilà. Deuxièmement, qu'en est-il du quantitatif antigène HBS qui est corollaire du CCDNA? Pour les gens qui sont longuement traités, quand on fait un quantitatif antigène HBS inférieur à 100, on peut se permettre de dire qu'on va arrêter, on va surveiller la charge virale dans les mois pour essayer d'arrêter le traitement. Est-ce que ça se fait encore? Oui, oui, alors en fait, on utilise pas mal, nous, la quantification antigène HBS, mais dans une espèce de fine-tuning. C'est que quand on met un patient sous traitement, par exemple sous tenofovir, et on va lui faire une quantification d'antigène HBS 2 fois par an, en gros en même temps que l'ADN du VHV. Ce qu'on va voir chez certains patients, ça va être une baisse progressive de la quantification d'antigène HBS et on a montré qu'en fait, cette baisse était prédictive de la séroconversion HBE, donc pour ceux qui ont un antigène HBE. Alors, c'est bien la quantification d'antigène HBS qui est prédictive de la perte de l'antigène HBE. Hein, donc, c'est un peu sioux, mais voilà. Et pour les patients qui n'ont pas d'antigène HBE, eh bien, c'est prédictif également de la perte de l'antigène HBS à long terme. Mais c'est vraiment du fine-tuning, hein, ça va baisser petit à petit. Mais quand cette baisse est significative, on sait que c'est un patient qui a des chances de perdre son antigène HBS. Quand il n'y a pas de baisse sous tenofovir, hein, et là ça reste 10 000, 20 000 de quantification, on sait que le patient n'a aucune chance de perdre son antigène HBE ou HBS sous traitement. Donc, voilà, ça nous donne, alors vous allez me dire, ça ne change pas tellement sa prise en charge, mais ça nous permet aussi d'inscrire le patient sur vraiment un traitement à long terme. Sous PEG interféron, c'est un marqueur essentiel pour savoir si on continue au-delà de 6 mois de traitement. Si on n'a pas de diminution d'au moins un log ou 2 logs de la quantification antigène HBS, on va arrêter le PEG interféron à 6 mois parce qu'on sait que le patient, même si on l'expose à plusieurs mois de PEG interféron, ne perdra pas son antigène HBE ou son antigène HBS. Donc on l'utilise un peu de cette façon-là. Et effectivement, c'est également une façon de savoir si un patient qui est en portage inactif, quand il garde un antigène HBS élevé, ben, ce patient va être à risque
de réactivation de l'hépatite B si on le met sous traitement immunosuppresseur. Donc on utilise pas mal cette quantification de l'antigène HBS, oui. D'autre part, c'est au niveau des jeunes patientes de moins de 30 ans, des jeunes patientes anciennes immunotolérantes, qui ont des charges virales 8 log et Ouais. qui vont tomber enceintes très tôt et chez qui vont tomber enceintes tous les 2 ans, tous les 2 ans. Et est-ce que ça vaut le coup de traiter à chaque grossesse ou une fois initié, on n'arrête plus? Alors moi ces personnes-là, je les laisse sous traitement au Asthme, long parce que cours, en fait. Voilà, le tenofovir, on a montré que ça n'avait pas d'impact sur la grossesse et sur le bébé, et donc je laisse ces femmes sous tenofovir au long cours. Parce qu'une femme qui a un portage inactif a un risque de réactiver pendant la grossesse, hein, et d'ailleurs, alors j'avais pas le temps dans ma présentation de vous donner beaucoup d'informations sur le traitement des femmes enceintes vis-à-vis de l'hépatite B, mais il faut savoir que récemment, je pense que c'était en avril, les recommandations OMS se sont élargies et en gros, on traite quasi toutes les femmes qui ont un antigène HBS pendant la grossesse. Alors, c'est une décision un peu de santé publique qui permet en fait de traiter ces femmes, en particulier dans les pays en développement où il y a le plus fort taux de transmission de l'hépatite B, dans des pays où on ne peut pas faire de quantification de l'ADN du VHB parce que ça coûte trop cher, parce que la technologie n'est pas disponible. Et donc, pour éviter la transmission, on va traiter tout le monde. Je pense qu'en France, il faut quand même encore se baser sur l'ADN du VHB et en gros, quand l'ADN du VHB est supérieur à 5 logs, donc 10 puissance 5, 100 000 unités, on va traiter la femme à partir du deuxième trimestre de grossesse, au maximum au troisième trimestre, avec évidemment la sérovaccination de l'enfant à la naissance, bien sûr. Bonjour, merci pour votre présentation. Antoine Bertolotti au CHU à Saint-Pierre de la Réunion. J'avais une question au niveau vaccination. On a, pas régulièrement, mais quand même tous les ans, quelques souvent professionnels de santé qui viennent pour de la vaccination et on n'arrive pas à avoir un taux suffisant d'anticorps. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont modifié en termes de consensus pour ces personnes qui ne répondent pas à la vaccination VHB? Est-ce que ces nouveaux vaccins seraient possiblement plus efficaces chez ces gens-là? En fait, maintenant, les recommandations, c'est de faire 2 schémas vaccinaux et quand, même s'il n'y a pas d'anticorps anti-HBS, on ne revaccine pas. Donc, il faut simplement qu'ils aient la preuve de 2 schémas vaccinaux bien conduits. Et puis, s'il y a une immunodépression sous-jacente, hein, c'est 4 injections à double dose. On pense qu'avec les nouveaux vaccins, on devrait avoir une meilleure immunogénicité. Donc, nous, on les attend avec impatience, effectivement. Donc, voilà. Alors, quand même, les personnes qui ont eu 2 schémas vaccinaux bien conduits, même en l'absence d'anticorps anti-HBS, ont une réponse immune potentielle quand ils entrent en contact avec le virus. Parce que là, nous, on parle en fait d'immunité B hein, avec la synthèse des anticorps anti-HBS, mais il ne faut pas oublier l'immunité mémoire T qui, elle, est activée si la personne entre en contact avec le virus de l'hépatite B. Et donc le risque de s'infecter alors qu'on a quand même une immunité mémoire T qui sera réactivée en présence de l'antigène HBS, eh ben, devrait permettre de ne pas faire d'hépatite aiguë. Merci Karine, c'était très clair. Une petite question courte. Quelle est la probabilité d'obtenir une éradication de la PCR-VHD chez les co-infectés B et D, avec ou sans VIH? Et est-ce qu'on peut considérer comme pour le C qu'une fois que c'est éradiqué, ça ne reviendra plus, le D? Donc avec le VIH, c'est quasi nul. Malheureusement, on l'a montré dans un joli travail qu'on avait fait il y a maintenant au moins 20 ans, le temps passe vite avec Lionel Pirotte. Donc, alors,
Donc, on va voir si les choses changent avec le bulévirtide, hein. On a des résultats assez intéressants qui ont été montrés cette année avec le bulévirtide chez les patients VIH. Le problème, bah, ça va être la durée de traitement, mais on n'est quand même pas à des taux de guérison qui sont très élevés. Chez les patients VHB, donc enfin co-infectés VHB, VH delta, euh, écoute, j'ai pas de chiffre en tête de la guérison de l'hépatite delta. Euh, je veux pas dire de bêtises, donc je peux pas te donner de chiffres précis. En revanche, tu parles d'une possible réactivation du delta. Non, le delta, une fois qu'on a guéri du delta, une fois qu'on obtient une charge virale indétectable, le risque de réactivation est très faible. Merci. Hors traitement, hein, parce qu'on peut avoir une négativation de l'ARN du VHD sous traitement. Ensuite, on va arrêter le traitement et si au bout de 6 mois, on n'a pas de reprise de réplication, on peut considérer qu'on est guéri du delta. Alors, on a décrit quelques cas quand je fais mon topo sur la réactivation du B, je ressors toujours ce cas clinique d'un patient qui était VHB, VHC, VH delta, et à l'occasion d'une immunodépression par chimiothérapie, on a vu réapparaître de l'ARN delta, mais voilà, enfin, c'est un cas clinique qui est ancien. Je suis pas sûre qu'il y ait eu un très bon suivi virologique du patient. Merci beaucoup. Très bien. D'autres réactions? Bah, merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais